Bienvenue à tous pour cette nouvelle exploration approfondie. Je suis ravi de lancer notre discussion d'aujourd'hui. Pareillement, on a un sujet vraiment massif aujourd'hui. Ah ça oui, notre analyse repose sur un livre paru en 2009. C'est Les secrets de management de Warren Buffett. Un ouvrage coécrit par Mary Buffett et David Clark, c'est bien ça? Exactement. Et la mission de notre plongée au cœur de ces sources, elle est très claire. On veut démystifier une idée reçue absolument monumentale. Ouais, parce que quand on prononce ce nom, tout le monde pense à la même chose. Ben oui, au summum du génie de l'investissement, au sage de la finance. C'est ça. Mais en fait, la véritable révélation de cette analyse, c'est qu'il est peut-être un manager encore plus exceptionnel qu'un investisseur. Et il faut vraiment prendre la mesure de ce que ça implique. On parle d'un homme qui supervise directement 88 PDG 88, c'est énorme. et plus de 233 000 employés à travers le monde. Mais voici le détail mathématique qui change vraiment toute la perspective. Les fameux chiffres de croissance. Voilà. Historiquement, les revenus d'exploitation de son entreprise, Berkshire Hathaway, ils ont connu une croissance annuelle spectaculaire de 21,39%, Ce qui est gigantesque. contre 19,78% pour son portefeuille d'investissement personnel. C'est fascinant, tu vois. En tant que manager pur, il a littéralement surpassé le légendaire investisseur qu'il est. Bon, d'accord. Décortiquons tout ça. C'est un point de départ absolument crucial. Poser ce cadre d'entrée de jeu, ça permet, pour notre auditoire, de comprendre que l'objectif, c'est pas simplement d'énumérer ce que fait ce dirigeant au quotidien. Non, c'est de comprendre le pourquoi. Exactement. Analyser pourquoi ces méthodes parviennent à transformer radicalement les entreprises. Et ce qui frappe dans le travail de Mary Buffett et David Clark, c'est à quel point cette approche repose sur des fondations qui défient les pratiques de gestion traditionnelles. Ah, on est très loin du micromanagement, ça c'est sûr. Très loin, ouais. Pas de réunions interminables, pas de stratégie d'entreprise ultra alambiquée. C'est une philosophie profondément ancrée dans la rationalité économique pure. Et combiné à une compréhension presque chirurgicale de la nature humaine. Tout à fait. Et justement, avant même d'aborder la question de la gestion humaine, il y a une étape fondamentale qui précède tout le reste. Être au bon endroit. C'est ça, dans la bonne structure. L'idée avancée, et qui est assez libératrice quand on y pense, c'est que certaines entreprises possèdent une dynamique économique tellement puissante que même un manager tout à fait médiocre y paraît très brillant. Ouais, la fameuse citation sur le fait de monter dans un bon bateau. Voilà. L'inverse est tout aussi vrai. Plutôt que s'épuiser à écoper l'eau d'une barque percée, toute la stratégie consiste à trouver un bateau parfaitement étanche dès le départ. C'est ce fameux concept d'avantage concurrentiel durable. Et cet avantage concurrentiel durable, c'est vraiment la pierre angulaire de tout l'édifice. Pour faire simple, pour ceux qui nous écoutent, ça désigne les entreprises qui génèrent structurellement beaucoup plus de capital qu'elles n'en consument pour fonctionner au quotidien. Et l'analyse identifie 3 grands modèles, c'est ça? Oui, 3 grands modèles économiques qui possèdent naturellement cet avantage. Le premier, c'est le produit unique. Jean Coca-Cola. On pense tout de suite à eux, ouais. Ils vendent le même sirop depuis plus d'un siècle. Ils n'ont absolument pas besoin d'engloutir des milliards de dollars en recherche et développement chaque année pour inventer une nouvelle recette. Contrairement à une boîte tech, par exemple. Exactement. Une entreprise technologique doit sans cesse se réinventer pour survivre. Eux, non. C'est une rente de situation incroyable. Et le deuxième modèle, il suit une logique un peu similaire, mais pour les services. Tout à fait, c'est le service unique. L'exemple parfait abordé par les auteurs, c'est H&R Block. Ah oui, la société pour les impôts. C'est ça, une société américaine spécialisée dans l'aide à la déclaration d'impôts. Et ça, c'est le type de service totalement insensible au cycle économique. Bah oui, parce que crise ou pas crise, les impôts tombent. Voilà. Que le pays soit en pleine croissance ou en récession profonde, les impôts doivent être déclarés. Les revenus sont donc garantis et super prévisibles. Et le troisième modèle? C'est celui de l'acheteur et vendeur à bas coût. On parle ici de géants de la distribution, des mastodontes comme Walmart ou encore du Nebraska Furniture Mart. Et leur force là-dedans, c'est le volume, j'imagine. Exactement, un volume de vente tellement colossal qu'ils peuvent se permettre de réduire leurs marges tout en asphyxiant littéralement la concurrence. Mais du coup, comment évaluer si une entreprise possède réellement cette magie économique? Parce que de l'extérieur, beaucoup d'entreprises ont l'air solides. L'approche détaillée par Mary Buffett et David Clark repose sur 3 tests très spécifiques. Le premier, c'est d'observer les bénéfices par action, mais sur une période longue. 10 ans? Sur 10 ans, ouais. On ne cherche pas des années exceptionnelles suivies de crash, on veut une belle ligne ascendante et constante. Ok. Le deuxième test? Ça concerne la dette qui doit être quasi inexistante. Logique.
Mais c'est le troisième test qui est le plus révélateur, en fait, la marge bénéficiaire brute. Et là, les exemples chiffrés du livre sont frappants. Moody's, l'agence de notation, affiche une marge de 73%. C'est gigantesque. Et Coca-Cola 60%. En face, on a des compagnies aériennes comme United Airlines qui plafonnent péniblement à 14%. Et ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont l'économie intrinsèque d'une entreprise dicte le potentiel de réussite de son équipe dirigeante. Comment ça? Une marge de 73% pour Moody's, ça signifie concrètement qu'une fois le coût direct du service payé, il reste une véritable montagne de liquidités. Ah oui, donc beaucoup plus de marge de manœuvre. C'est ça. Cet argent permet d'encaisser un choc économique majeur, de récompenser les employés ou d'investir sans jamais s'endetter. Alors qu'un manager chez United Airlines, Il évolue dans une industrie où le coût du carburant, l'entretien des avions et la guerre des prix détruisent la rentabilité. Même le plus grand génie du management passera sa carrière à éteindre des incendies pour des miettes de rentabilité. c'est presque impossible de briller dans ces conditions en fait. Exactement. Bon, une fois qu'on a acquis cette entreprise parfaite, avec cette marge hyper confortable, il y a une question logistique évidente qui se pose. Comment une seule personne peut-elle gérer 88 PDG différents sans perdre la tête? Et l'approche décrite, elle est presque contre-intuitive. On parle d'une délégation qui va presque jusqu'à l'abdication. L'abdication, le mot est fort. On confie les plaies, on s'éloigne et on n'interfère pas. Mais attends, l'abdication totale, comment s'assurer que l'entreprise va pas droit dans le mur si on regarde pas les comptes et qu'on donne aucune directive au quotidien? C'est justement là que la sélection intervient. Cette délégation extrême, elle semble suicidaire si on l'applique au hasard. Clairement. Pour que ça fonctionne, il est impératif de choisir un profil psychologique très spécifique. On recherche des individus dotés de ce que la psychologie nomme un locus de contrôle interne. Un locus de contrôle interne, c'est-à-dire? Concrètement, c'est la différence entre les victorieux et les victimes. Une personne avec un locus de contrôle interne, elle assume l'entière responsabilité de ce qui lui arrive, et surtout de ses échecs. Donc pas d'excuses. Aucune. Si les chiffres de fin de mois sont mauvais, cette personne ne va pas blâmer la météo, l'inflation mondiale ou une concurrence déloyale. Elle va se remettre en question. Immédiatement, elle cherchera ce qu'elle a mal fait dans sa propre stratégie. Et c'est l'unique prérequis qui permet d'accorder une liberté managériale totale, car on sait que le manager s'auto-corrige. Et cette autonomie radicale, elle donne des résultats assez impressionnants. Il y a l'anecdote sur le redressement mené par Harry Bottle qui l'illustre parfaitement. Ah oui, l'histoire de Dempster Mills. C'est ça. On a cette entreprise qui perdait de l'argent de façon catastrophique sous la direction d'un manager désastreux. Le gars était complètement embourbé dans la routine. Harry Bottle est appelé à la rescousse. Et il lance pas un grand plan de restructuration ? Pas du tout. Pas de campagne marketing super chère. Il observe. Et il découvre que l'entreprise détient un monopole de fait sur certaines pièces de rechange uniques qui sont indispensables aux clients. Mais qu'elle s'entêtait à vendre avec une petite marge standard. Voilà. Et sa solution, il a tout simplement triplé le prix de ses pièces. Et c'est brillant, parce que c'est pas de la cupidité aveugle, c'est un ajustement rationnel. Harry Bottle a vu, c'est que l'ancien manager ne voyait plus. L'inventaire dormait, les clients étaient captifs et le prix de vente ne reflétait absolument pas la véritable valeur marchande et l'utilité du produit. Et bam, du jour au lendemain, l'entreprise est redevenue rentable. Simplement parce qu'un esprit pragmatique a eu la liberté totale de prendre une décision évidente sans passer par 15 comités de validation. C'est l'essence même du bon sens. Et puis, au-delà du bon sens, il y a la passion pure. L'histoire de Mrs. B, Rose Blumkin, qui a fondé le Nebraska Furniture Mart. Ah, ce personnage est fascinant. On parle d'une femme qui a travaillé jusqu'à l'âge de 104 ans, Son idée d'un bon week-end, c'était de prendre sa voiture et de conduire discrètement dans les rues d'Omaha pour espionner les prix affichés dans les vitrines de ses concurrents. Elle ne s'arrêtait jamais. L'obsession, voilà le mot juste. Ce niveau d'implication viscérale, c'est impossible à acheter, quel que soit le salaire proposé. Mrs. B ne travaillait pas pour s'enrichir davantage. Elle travaillait par amour absolu et inconditionnel de son commerce. Et ça change tout pour l'investisseur. C'est précisément ce type de profil obsessionnel qui garantit au propriétaire qu'il n'aura jamais besoin de micromanager. Pourquoi contrôler quelqu'un qui est de toute façon plus exigeant envers lui-même que vous ne le seriez jamais? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment on détecte cette passion innée lors d'un recrutement ? L'analyse souligne que les diplômes universitaires prestigieux ou les MBA ne sont pas du tout la priorité. Pas du tout. La question déterminante en entretien, pour jauger le potentiel d'un futur manager, c'est de savoir s'il tenait un stand de limonade quand il était enfant, ou s'il livrait des journaux, ou s'il revendait des cartes de baseball. On cherche l'instinct. C'est ça.
L'objectif, c'est de repérer cette fibre entrepreneuriale précoce, ce désir originel de faire des affaires qui s'avère être un indicateur de succès bien plus puissant que n'importe quel parcours académique. Cette quête du bon profil, de l'obsessionnel avec un locus de contrôle interne, ça nous amène naturellement à la manière dont s'articulent les relations humaines une fois ces talents en place. La gestion au quotidien, en somme. Exactement. Et c'est ici qu'on quitte la finance pure pour entrer dans la psychologie de haute volée. Ce qui ressort clairement de l'analyse, c'est l'influence majeure des principes de Dale Carnegie. L'auteur de Comment se faire des amis. Oui, on connaît tous son célèbre ouvrage, mais ce qui est inattendu, c'est de voir ces règles de relations humaines appliquées de manière aussi chirurgicale au sommet du monde des affaires. Absolument. C'est de la psychologie appliquée à son plus haut niveau. L'importance de la première impression en est un excellent exemple. Prenons l'anecdote de Beryl Raff. Ah oui, très bon exemple. C'est une cadre de haut niveau qui devait rencontrer ce fameux dirigeant pour prendre la direction des bijouteries Ellsberg. On imagine très bien son état d'esprit, le stress immense, l'anticipation d'un bureau glacial intimidant au 60e étage d'une tour de verre. La terreur, quoi. Mais la réalité a été tout autre. Elle est cueillie directement à la sortie de l'aéroport par le milliardaire en personne. Au volant de sa propre voiture. Au volant de sa Cadillac dorée. L'ambiance est immédiatement décontractée, chaleureuse. Elle s'est sentie intégrée à la famille en l'espace de quelques minutes. Cette simplicité apparente, c'est en réalité une manœuvre d'une grande intelligence sociale. En faisant le premier pas, en venant la chercher lui-même, il désamorce instantanément la dynamique de pouvoir inhérente à ce genre de rencontre. Il la met à l'aise. Il n'a pas besoin de prouver son importance. En agissant comme un hôte bienveillant, il instaure une confiance et une loyauté immédiates. Et il pousse cette compréhension des leviers de motivation bien plus loin, notamment lorsqu'il s'agit d'influencer ou de persuader. Tout à fait. Il y a ce conseil magistral relaté dans l'ouvrage, donné au chanteur Bono. Pour son action humanitaire. Oui. Bono cherchait la meilleure façon de mobiliser l'opinion publique et les politiciens américains pour envoyer des aides massives en Afrique. L'approche classique, ça consisterait à montrer des images terribles pour susciter la culpabilité. La pitié. Voilà. Mais l'analyse psychologique ici est brillante. La culpabilité est une émotion désagréable qui pousse naturellement les gens à détourner le regard ou à se justifier. On ne veut pas se sentir coupable. Exactement. Le conseil a donc été diamétralement opposé. Il fallait faire appel à la grandeur de l'Amérique. Leur parler de leur succès. Mais leur dire en substance, vous êtes la nation qui a vaincu le totalitarisme lors de la Seconde Guerre mondiale, vous êtes ceux qui ont eu l'audace de marcher sur la Lune. Vous seuls avez la capacité et la grandeur nécessaires pour résoudre ce problème impossible. C'est l'art d'élever son interlocuteur. En faisant appel à leur fierté, à leur réputation, on ne les force pas, on les invite à se montrer à la hauteur de l'image idéalisée qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est très habile. Cette finesse psychologique, elle s'inspire d'ailleurs beaucoup de Benjamin Franklin, particulièrement dans l'art de l'argumentation et de la persuasion. Comment ça se traduit au quotidien? Pour désamorcer les conflits professionnels, la méthode consiste à rayer définitivement les certitudes arrogantes de son vocabulaire. Au lieu d'affirmer « c'est indubitable » ou « j'ai raison », on privilégie des formulations douces comme « j'imagine que » ou « il me semble que » d'après ces chiffres. Ça laisse de la place à l'autre. C'est ça. Et le corollaire de cette méthode, c'est que pour gagner un argument, il faut paradoxalement accepter de perdre un peu la face au tout début de l'échange, en concédant un point à l'autre. C'est le moyen de baisser la garde de son interlocuteur. Exactement. Et cela nous mène directement à l'approche de la critique, qui est sans doute l'un des aspects les plus délicats du management. La règle d'or tirée de Carnegie est limpide, louée par le nom, critiquée par la catégorie. Cette règle est fondamentale car elle répond à un besoin neurologique profond. L'être humain a un besoin vital de reconnaissance, mais son ego déteste profondément la critique personnelle. Ça déclenche des mécanismes de défense immédiats. On se braque? On se braque, oui. L'exemple le plus spectaculaire de l'application de ce principe concerne David Sokol, l'un des managers vedettes du groupe. Il a pris une décision désastreuse concernant un projet lié au zinc. Oula, ouais. Et ça a entraîné une perte sèche de 360 millions de dollars. Une somme vertigineuse. Dans 99% des grandes entreprises, un tel échec aurait conduit à un renvoi brutal, accompagné d'une humiliation publique. Mais la réaction face à Sokol a été d'une douceur déconcertante. C'est incroyable de flegme. Il a simplement dit « Nous faisons tous des erreurs ». Et il a pris le temps de rappeler à Sokol qu'il avait lui-même, par le passé, commis des erreurs d'investissement bien plus coûteuses pour l'entreprise. C'est fort, parce que le but n'est absolument pas d'encourager le laxisme ou l'incompétence. C'est un calcul à très long terme.
En ne détruisant pas l'ego de son manager, en validant sa valeur intrinsèque malgré cette erreur colossale, il génère une loyauté indéfectible. Sokol a dû se sentir redevable. Énormément. Sokol ne s'est pas effondré, il s'est senti redevable et s'est ensuite demené avec une énergie redoublée pour effacer cette perte par de nouveaux succès monumentaux. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Ça signifie que comprendre ce que l'autre veut viscéralement, bien au-delà de l'argent, c'est la véritable clé du management. Ça nous ramène à l'histoire de Mrs. B du Nebraska Furniture Mart. Ah oui, le rachat de son entreprise. Elle était courtisée par de grands conglomérats allemands qui lui proposaient 80 millions de dollars pour acheter la totalité de son entreprise. Et elle a dit non. Refus net. Et peu de temps après, elle accepte de vendre 90% de son affaire pour seulement 40 millions de dollars. La moitié du prix. Pourquoi accepter la moitié du prix? Tout simplement parce que l'offre de 40 millions incluait une clause garantissant ce qu'elle désirait le plus au monde: conserver le contrôle opérationnel total. L'argent n'était pas son moteur principal. Pas du tout. Il a compris son besoin viscéral de diriger, il lui a laissé les clés et il a obtenu une entreprise florissante à un prix défiant toute concurrence. Ceci dit, l'analyse ne masque pas les échecs et il est important de le souligner pour ceux qui nous écoutent. Il y a eu de vrais désastres. Même avec la meilleure psychologie du monde et les meilleures intentions, des erreurs de jugement colossales surviennent. Oui, personne n'est infaillible. On parle d'investissements massifs perdus dans des banques irlandaises pendant la crise ou de l'achat d'actions ConocoPhillips exactement au pire moment possible. Juste avant l'effondrement des cours de l'énergie. C'est ça. C'est vrai, l'exploration de ces zones d'ombre est tout aussi instructive. La véritable leçon managériale ne réside pas dans l'infaillibilité, mais dans la méthode de gestion de crise. Face à ces bévues, la réaction est toujours la même. Admettre l'erreur de manière extrêmement rapide, publique et sans aucune ambiguïté. Pas d'excuses. Pas de justification tortureuse, pas de recherche de bouc émissaire parmi les subordonnés. Cette transparence absolue agit comme un coupe-feu. Elle étouffe immédiatement les spéculations de la presse et, paradoxalement, elle renforce la confiance des partenaires et des actionnaires qui savent qu'on leur cachera jamais la vérité. Et cette vigilance face aux erreurs s'étend à un piège très insidieux analysé par Clark et Buffett. Le danger des bonnes idées. Les bonnes idées peuvent être dangereuses. Très. L'exemple de l'assureur AIG est terrifiant à cet égard. Au départ, AIG avait une idée brillante et très rentable. Utiliser sa notation parfaite pour assurer des obligations d'entreprise très solides. Le risque était minime et l'argent rentrait à flot. Jusque-là, tout va bien. C'était une excellente idée. Mais l'ivresse de ce succès les a poussés à appliquer ce même modèle à des produits infiniment plus toxiques et complexes. Les fameux prêts immobiliers subprime. Ils ont cru que la formule magique marcherait partout. Exactement. Ils ont assuré ces produits à haut risque sans jamais modéliser sérieusement ce qui se passerait en cas de retournement du marché immobilier. L'effet de levier a transformé cette bonne idée initiale en une arme de destruction massive qui a failli engloutir l'économie mondiale en 2008. C'est pour ça que l'intégrité absolue et la compréhension des risques ne sont pas négociables. Surtout en finance. Et quand on parle d'intégrité dans ce contexte, on ne parle pas de belles valeurs placardées sur les murs du hall d'entrée. C'est une question de survie. Le scandale de Salomon Brothers en est l'illustration la plus marquante. Une affaire retentissante. Au début des années 90, des traders de cette prestigieuse banque d'investissement, dont Berkshire était actionnaire majeur, ont enfreint les règles du Trésor américain pour manipuler les enchères d'obligations. Dans ce monde-là, la tentation de gérer ça discrètement en interne pour protéger le cours de l'action est immense. Mais la règle managérielle imposée a été d'une brutalité nécessaire. Quand des employés franchissent la ligne de la légalité, la toute première action, sans aucun délai, doit être d'appeler les autorités de régulation. Pas de compromis. Aucun. Tenter de cacher la poussière sous le tapis pour protéger des profits à court terme, c'est risquer la destruction totale de la réputation et de l'existence même de l'entreprise. Et pour maintenir ce niveau d'intégrité et éviter le piège des bonnes idées qui déraillent, il faut un entourage capable de dire non. Et c'est là qu'intervient le rôle crucial de Charlie Munger, le partenaire historique. Cela soulève une question importante sur la nature profonde du leadership. S'entourer de béni oui-oui, de personnes qui approuvent chaque initiative du patron par peur de déplaire ou par flatterie, c'est le syndrome de l'empereur nu et c'est mortel pour une organisation. Il faut un contre-pouvoir. Toujours. Charlie Munger assumait parfaitement ce rôle de Monsieur Non. Son travail consistait à apporter une contradiction systématique, froide et rationnelle. L'analyse révèle qu'il rejetait environ 10 fois plus d'idées qu'il n'en acceptait. 10 fois plus. Ouais. Pour qu'une entreprise survive sur le long terme, il faut cultiver cet espace où la dissension et le doute ne sont pas seulement tolérés, mais ardemment recherchés.
C'est un équilibre fascinant. D'un côté, une liberté totale accordée aux managers de terrain pour exprimer leur passion, et de l'autre, un barrage infranchissable sur l'intégrité légale et la rationalité financière des grands investissements. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, la philosophie détaillée tout au long de cette exploration repose sur des piliers d'une clarté redoutable. Lesquels, pour résumer? Premièrement, identifier et s'appuyer exclusivement sur les avantages concurrentiels intrinsèques. Deuxièmement, exiger une intégrité à toute épreuve régulée par une contradiction interne forte. Et troisièmement, déployer une compréhension psychologique profonde. Louer publiquement, éviter la critique destructrice d'ego et déléguer massivement pour laisser les personnalités obsessionnelles s'épanouir. Et il y a un dernier point abordé par les auteurs qui me semble d'une pertinence absolue aujourd'hui, notamment face aux incertitudes économiques actuelles. C'est la vision de l'inflation. Un sujet qui parle à tout le monde. Complètement. On cherche souvent des parades complexes, des montages financiers pour protéger son épargne. Mais le message tiré de l'expérience de Buffett est cristallin. Notre propre personne est notre meilleur actif. Quiconque consacre du temps et de l'énergie à améliorer ses compétences, à affiner son éducation ou à devenir un expert incontournable dans son domaine crée une valeur intrinsèque. C'est le bouclier ultime face à l'inflation. Si on est le meilleur chirurgien, le meilleur développeur ou le meilleur artisan de sa région, peu importe que la monnaie perde de sa valeur, les gens seront toujours prêts à échanger une partie de ce qu'ils produisent contre votre expertise. Le marché s'ajustera toujours à la véritable valeur des compétences. C'est une notion profondément responsabilisante pour chacun. Tout à fait. Et cela nous amène à une pensée véritablement provocatrice pour clôturer cette réflexion. Quand on observe attentivement la culture d'entreprise moderne, on y voit souvent un besoin pathologique de contrôle. La fameuse réunionite ? Une prolifération constante d'outils de surveillance numérique, un micromanagement étouffant à tous les niveaux et des journées de travail littéralement sacrifiées sur l'autel de réunions de synchronisation interminables qui ne produisent en fin de compte aucune valeur réelle. C'est le paradoxe frappant de notre époque. Nous venons de décortiquer comment l'un des esprits d'affaires les plus prospères de l'histoire a bâti un empire. Et son grand secret managérial consiste en réalité à en faire le moins possible sur le plan opérationnel. Ne jamais donner d'ordre direct, laisser les créateurs de valeur tranquilles. La question mérite donc d'être posée frontalement. Est-il possible que notre culture moderne de la surgestion, du contrôle permanent et de la réunionite aiguë soit en réalité le plus grand destructeur de valeur, de motivation et de talent de notre temps? C'est une vraie question. Si la méthode la plus efficace repose sur la confiance radicale et le retrait stratégique, beaucoup d'organisations font aujourd'hui exactement l'inverse. C'est une idée puissante à méditer pour chacun d'entre nous, que ce soit pour repenser la façon de diriger une équipe ou, à une échelle plus personnelle, pour optimiser la gestion de son propre temps et de son énergie au quotidien. Une remise en question salutaire des dogmes managériaux actuels. La véritable efficacité se trouve peut-être effectivement dans l'art subtil de savoir s'effacer. Le message est passé. Merci à toutes et à tous pour votre curiosité et votre écoute. Nous espérons que cette exploration des rouages d'un esprit managérial hors du commun aura nourri vos réflexions et ouvert de nouvelles perspectives. Portez-vous bien, continuez à cultiver vos compétences et votre propre valeur, et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des sources.